Bonjour les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale sur le site de Karnak, parce qu'on va constater d'une façon surprenante que les mégalithes de Karnak ont quelque chose à voir avec ce qui habituellement m'occupe, à savoir les monuments assez récents, les monuments de France. Voilà, et on voit ici déjà eh bien, quelques pierres de Karnak, hein. Ça forme effectivement des alignements, comme on peut le voir ici, enfin un peu moins ici, mais il y a des pierres de différentes dimensions. Euh, le site de Karnak est en fait la plus grande concentration de mégalithes au monde. Ici, le géant du Magno, on peut avoir une idée de sa taille par rapport à l'enfant qui est au pied, hein. On voit encore ici des alignements de Karnak, on a une idée de la dimension des pierres avec les personnes qui sont là. Il y a un adulte ici et apparemment un petit enfant ici, quoi. Donc on peut voir comme ça, comme les pierres sont quand même pas si petites que ça, hein. Et encore une vue, pour se faire une idée. D'accord. Et maintenant je vous emmène sur Google Earth. C'est le logiciel Google de cartographie. Voici donc la France. Et on va à Karnak. Alors on y est maintenant. Voilà, et on va s'apercevoir de quelque chose qui est vraiment interpellant, il me semble. C'est quelqu'un qui a posté un commentaire sous une de mes vidéos et qui m'a dit, tiens, les alignements de Karnak sont orientés vers la cour carrée. Alors tout de suite, ça m'a interpellé et j'ai été voir si ça pouvait être vrai. Donc voici la ligne. Vous voyez, cette ligne verte, en fait, elle est attachée au nord-ouest, au centre de la cour carrée du Louvre. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes dernières vidéos, on s'est aperçu que la cour carrée du palais du Louvre a vraiment été le point de focalisation, la zone qui était indiquée par les monuments des grands travaux de François Mitterrand, mais aussi à l'époque de Louis XIV. Il y a pas mal de monuments qui indiquent finalement cette cour carrée. Voilà, donc la meilleure interprétation possible, ça consistait à hypothéser, admettre qu'il y a quelque chose de caché sous cette cour. Voilà, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur François Mitterrand, je vous invite à les visionner. Vous allez être surpris et avoir une perception des grands travaux faits sous sa présidence, une perception vraiment différente et c'est révolutionnaire, hein. Voilà. Et donc, quand on trace cette ligne qui joint la cour carrée à Karnak, notamment les premières zones surface où les mégalithes forment des alignements, vous voyez ici, on est quand même surpris jusqu'ici, parce que la surface concernée est exactement orientée vers la cour carrée du Louvre, hein, comme cette ligne le confirme. Voilà, elle passe en symétrie au milieu de la zone des premiers alignements de Karnak. Donc, voilà, là je peux bouger ma ligne maintenant. Vous pouvez voir que, vous voyez ici par exemple, il y a un alignement qui est, si vous voyez là, c'est orienté pas mal quand même, exactement vers la cour carrée, quoi. Si je descends ma ligne, ça continue, c'est un peu pareil, hein. À partir de là, bon là, un peu moins, tous les alignements, hein, de mégalithes ne donnent pas la même direction, précisément, hein. Mais enfin, l'ensemble est quand même orienté vers la cour carrée du Louvre. Alors c'est interpellant, parce que on est en droit de se demander si
il y a des millénaires, il y a 7000 ans, l'emplacement de la cour carrée était déjà connu des gens qui érigeaient les mégalithes. Et est-ce qu'ils y attachaient une importance particulière? Est-ce qu'ils ont fait exprès d'orienter à Karnak les surfaces de mégalithes vers cette cour carrée? La question est posée. C'est quand même déjà interpellant. Voilà. Et maintenant, je reviens à mon diaporama. Voilà. Parce que on va s'apercevoir de quelque chose de surprenant quoi, dans cette filière. Ça va continuer en fait au-delà d'une coïncidence fortuite. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs coïncidences fortuites, ce qui fait beaucoup quand même à l'arrivée. Donc ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos savent que j'ai parlé de l'angle royal, érigé à l'époque du roi François Ier. Et donc il a bâti son château de Chambord, le château de Fontainebleau, pour aller droit sur la basilique Saint-Remy de Reims. À noter qu'à ce moment-là, on passait, cette ligne passe sur le village de Loury. Et à Loury, il y a le petit château qui est la mairie actuelle, avec une plaque gravée de cette époque, du XVIe siècle. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner mes vidéos interprétation d'une inscription ancienne, dépôt alien. Enfin, c'est dépôt alien, interprétation. Parce que cette plaque, quand on la décrypte intelligemment, et d'une façon sûre, quoi, elle indique à l'idée d'un dépôt qui a été fait quelque part. Donc c'est très important parce que cette plaque, finalement, c'est le seul élément quoi, qui dit l'objectif de toute cette géométrie cartographique faite avec les monuments. Bon, c'est pas simplement une symbolique, il y a vraiment un trésor caché. C'est ce que cette plaque dit. Voilà, donc c'est quelque chose de majeur, heureusement qu'elle a passé à travers le temps et qu'elle nous est parvenue. Et donc je reviens à cet angle royal, puisque c'est l'angle Chambord-Fontainebleau-Reims, basilique Saint-Remy, au lieu de la royauté française, et on allait vers l'ouest, en arrivant à un autre village Chambord, en passant sur le château de Villers-Cotterêts, autre château du même roi, François Ier, qui a donc bâti les châteaux de Villers-Cotterêts, Fontainebleau et Chambord. Voilà, et les deux longueurs, vous aviez 1 ici, mais à ce moment-là, 1,6 ici, donc c'est à peu près le rapport phi, le rapport du nombre d'or. Donc tout de suite, enfin assez rapidement, j'avais pensé qu'il devait y avoir un dépôt au niveau de la basilique Saint-Remy. Parce que cette basilique était indiquée à partir du château de Chambord. Notons par ailleurs aussi que le village de Feigneux, qui est ici, au milieu de la ligne horizontale, était intégré à cet angle, et pareil, les choses sont mises en place de façon à ce que nous indique ce village de Feigneux. Je le rappelle, pour revenir à Karnak après. Par exemple, c'est quelques rappels, si vous avez ici le donjon du château de Chambord, justement, on peut voir qu'on peut le découper rationnellement en 25 cases. D'accord? Vous pouvez trouver ces éléments dans ma vidéo Message de Chambord. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder. Une perception alternative du château de Chambord. En fait, la véritable perception, celle qui sera connue tôt ou tard dans le futur, parce qu'elle est fondée sur des déductions logiques et rationnelles.
Et donc il y avait associé au donjon de Chambord, à la grille qu'on en extrait, qu'on en déduit, les lettres du mot Reims, R-E-I-M-S ou R-E-I-N-S, dans une orthographe ancienne. Bon, vous pouvez revoir cette vidéo, message de Chambord. Et donc ça indiquait Reims à partir de Chambord. Et donc, voilà, si à partir de Chambord on indique Reims, c'est plus précisément la basilique Saint-Remy de Reims, au lieu de la royauté française, etc. Voilà, on pouvait se demander pourquoi la basilique est le sommet de l'angle royal, pourquoi on nous l'indique. Et voilà, donc l'explication est à Loury, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt quelque part. Et alors vous allez voir la connexion avec... voilà, ça on verra tout à l'heure, vous allez voir la connexion avec Karnak et ses mégalithes. Parce que si je reviens sur Google Earth, vous voyez ici je suis voilà, à Karnak et je vais afficher la ligne qui est attachée donc à la basilique Saint-Remy de Reims. Saint-Remy, voilà, attendez, Versailles, Louvre, Saint-Remy, Karnak. Voilà, vous savez, c'est la ligne bleue qui vient de s'afficher. Et donc c'est pratiquement la même ligne que la ligne verte, elle est très peu différente. Et les deux lignes finalement sont dans l'axe où les grandes surfaces à Karnak ont été implantées. Tout à fait comme si les bâtisseurs de Karnak avaient fait exprès. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire à ce moment-là? C'est complètement idiot. Est-ce que je ne m'enferme pas dans une déduction circulaire? Le gars qui veut vraiment avoir raison, il vit dans un monde imaginaire, et donc maintenant, ouais, même dans la préhistoire, la préhistoire participe à son délire. Bon, je caricature hein, la critique qu'on pourrait faire. Donc non. En fait, vous voyez, il est possible que à l'époque où on a bâti les menhirs, les mégalithes de Karnak, eh bien, il y a déjà eu des dépôts aussi bien à l'emplacement futur de la cour carrée du Louvre et également à l'emplacement de la basilique Saint-Remy de Reims. Il y a 10 km de souterrain autour, sous la basilique Saint-Remy, 10 km. Donc il y a largement de quoi cacher un dépôt souterrain, avoir des salles secrètes. Donc je trouve qu'il est fort possible, c'est ce que je crois, que bon, l'Atlantide a vraiment existé. Vous avez par exemple les lectures du médium Edgar Cayce, qui était un médium extraordinaire, qui a guéri par ses ordonnances non orthodoxes des milliers de personnes. Voilà, bien souvent des cas difficiles qui venaient le voir, d'accord, parce qu'ils avaient épuisé les ressources de la médecine classique. Et Cayce a beaucoup parlé de l'Atlantide qui avait existé, qui était une civilisation très évoluée, technologique, qui aurait laissé à droite à gauche sur la Terre certains dépôts, certains trésors qui devaient être retrouvés à une époque précise, avant ou pour l'avènement de l'ère du Verseau, quoi, en résumé, aux environs de l'an 2000 donc. Donc si vous ne croyez pas ça, si vous ne faites pas confiance, c'est votre droit, j'accepte que vous ne croyez pas en certaines choses. Voilà, mais à ce moment-là, bon, je pense que vous pouvez quitter cette vidéo, parce que ça ne va vraiment pas vous intéresser. Voilà. Donc, moi, je crois que l'Atlantide a vraiment existé, qu'elle était technologique, qu'elle a, à un moment donné, ce que disait Platon était vrai. Ce continent a sombré. Il a complètement disparu. Mais c'est les Atlantes, sachant qu'ils allaient disparaître en tant que civilisation, ils ont caché certains trésors à droite, à gauche, effectivement, en différents sites de la Terre, plateau de Gizeh, en Amérique du Sud aussi. Et moi, ce que je découvre par l'étude des monuments, c'est qu'ils ont caché aussi en France. Voilà, et finalement, tout mon travail de déduction, il mène à cela.
à savoir qu'il y a des lieux précis où il serait très intéressant de creuser en sous-sol pour voir ce qu'il y a en dessous. Hein. Et je pense qu'on aurait des bonnes surprises, totalement, enfin bonnes, ça dépend pour qui. On trouverait des trucs totalement révolutionnaires. Hein, voilà. On trouverait en fait la science, la technologie, l'histoire des civilisations antédiluviennes, et surtout de l'Atlantide. Alors à ce moment-là, si vous voulez, voilà, c'est-à-dire que, bon, juste il y a 7000 ans, on nous dit, bon, je me méfie des préhistoriens, des gens diplômés, pour la raison qu'ils peuvent se tromper, comme n'importe quel être humain. Hein. On accepte comme vrai une certaine conception, une certaine vision de la préhistoire. Ça s'est passé comme ci, comme ça. Bon, nous ne sommes que des êtres humains, nous pouvons nous tromper. Bon, il faut toujours essayer d'être fidèle à la rationalité, à la logique. Il faut être honnête, il faut intégrer les nouveaux éléments de façon à avancer si besoin. Et bon, c'est ce que ne font pas souvent les disciplines archéologiques ou préhistoriques ou égyptologiques. Ils restent cantonnés, basés sur la même chose. Ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas, pourtant ils devraient, parce qu'avec les éléments qu'on peut leur apporter, il y aurait de quoi voilà, faire avancer les choses. Mais ces gens diplômés ne veulent pas que ça avance. Encore une fois, l'être humain est comme ça. Une fois que vous avez une bonne place au soleil, que vous avez conquis peut-être difficilement des années d'études, il a fallu lutter, etc. Voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous dise vous êtes trompé. Il faut tout revoir, vous voyez, voilà. Bon, ça peut se comprendre si on a un petit peu de compassion pour la nature humaine. Hein. Mais malheureusement, les choses se passent bien ainsi. Et, alors qu'il y aurait des éléments pour que les connaissances archéologiques, égyptologiques, préhistoriques changent, évoluent, eh bien, ça n'a pas lieu. Quoi, voilà. Hein. Bon, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas dupes. C'est important, quoi. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'hypothèse que à l'époque quand l'Atlantide a été submergée, des trésors, des dépôts avaient été déposés, notamment en France. Et alors, quand la civilisation est repartie à zéro, et on a bâti, on n'a rien bâti, a priori pas grand-chose, mais on a posé des grosses pierres. Des mégalithes, des menhirs, des dolmens, des tumulus, des cromlechs, Stonehenge, etc. quoi. Et donc Karnak. Voilà, on l'a posé là parce que ça alignait. C'était dans l'alignement de 2 points de dépôt qui avaient été faits par les Atlantes, à savoir le dépôt au niveau de la future cour carrée, future capitale de la France, et l'alignement de Reims. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut penser que même à l'époque, il y a 7000 ans, ou plus peut-être encore, à l'emplacement de la cour carrée, il y avait peut-être autre chose, peut-être un cromlech, peut-être un temple sacré, que sais-je. Voilà, il y a des gens qui connaissaient cela déjà, hein, et qui se sont assurés de transmettre cette information au futur. Idem pour la future basilique Saint-Remy, l'emplacement. Voilà, il pouvait y avoir... voilà, et, il est amusant, si on veut, de voir que même pour les Romains, par exemple, la ville de Reims, c'était importante. C'était Duro Cortorum. Et on a mis à Reims la plus grande porte de l'Empire romain. C'est pas bizarre, ça? Comme pour marquer ce lieu. Pourquoi celui-là, quoi? Pourquoi pas à Rome? Non, à Reims. Par la suite également, les rois de France ont choisi de se faire sacrer où? À Reims. Pour bien marquer l'importance de ce lieu, de ce site. Je trouve qu'il est fort possible que le futur roi de France, qui passait par la cérémonie du sacre dans la cathédrale, eh bien, il a été initié en sous-sol à certains secrets très importants, quoi. En même temps qu'il était couronné sacré, quoi. Voilà. Et là, on entre dans une perception extrêmement différente de la préhistoire. Hein. Je pense celle qui nous a été cachée. Voilà, donc on aurait placé Karnak, les menhirs ici.
ici, ça continue encore un peu plus haut, hein, on va voir ça dans quelques instants. Voilà, parce que c'était aligné avec 2 lieux de dépôt en sous-sol. Donc si on veut voir le... si on regarde... Voilà, vous reconnaissez la carte de France. Voilà, on peut aller... alors pas trop, parce que sinon je... Voilà, comme ça. Vous voyez, ici, là, c'est la zone de Paris. Hein, et plus à droite, c'est Reims. Donc il y a un quasi-alignement, quoi. Et si vous voulez, c'est ce qu'a refait par la suite Louis XIV, qui devait connaître beaucoup de choses, pour qui ces secrets ne devaient avoir aucun secret, justement. Il les connaissait. Parce que, regardez, voilà, vous voyez, si je... Bon, je vais sur la cour carrée du Louvre, sur le palais du Louvre. Et là, je vais ajouter 2 lignes que j'ai tracées auparavant et que j'affiche pour que vous en preniez connaissance. Voilà, Versailles, Aux-Aramis, Versailles, cour carrée, Notre-Dame, voilà. Voilà, vous voyez, ces 2 lignes jaunâtres. Bon, elles partent en fait de Notre-Dame de Reims et de la basilique Saint-Remi de Reims, les 2 principaux monuments de cette ville, de la ville du couronnement des rois de France. Et voilà. Donc ces 2 lignes, je les fais passer grosso modo par le centre de la cour carrée. Et ce que je découvre, c'est quand même vachement intéressant. Je vais maintenant à Versailles. Vous voyez, vous reconnaissez les 2 canaux qui se croisent. Voilà, on va dégager un peu la surface. Voilà. Parce qu'on se rend compte que nos lignes dont je viens de parler, elles passent sur les jardins de Versailles. Vous voyez ? Ça veut dire que si je fais partir mes 2 lignes de Reims, cathédrale, basilique, jusque les jardins de Versailles, soigneusement développés par Louis XIII, puis surtout Louis XIV, voilà, je passe sur la cour carrée du Louvre. D'accord ? C'est pas bizarre, c'est la cour carrée du Louvre, pressentie, logiquement devinée comme étant un lieu de dépôt en sous-sol, ou en tout cas un lieu d'accès à un certain sous-sol. Voilà, vous voyez, ça veut simplement dire... On peut voir au passage les 2 autres lignes. C'est intéressant aussi, la ligne verte, vous voyez. Cette ligne, elle vient d'où, je ne me souviens pas, enfin qu'on a vu tout à l'heure. Elle passe pratiquement au centre des 2 canaux de Versailles, hein, c'est d'accord ? Ce qui montrait l'alignement que j'ai mentionné précédemment. L'autre ligne était distante un peu plus distante, de quelques kilomètres, d'accord. Mais là, on s'en fiche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, ça veut simplement dire que... Bon, alors, voilà, vous voyez. Ici, il y a Versailles. Ici, c'est Paris, la cour carrée. Et ici, Reims. Quand Louis XIV a bâti, enfin, étoffé, augmenté, quoi, définitivement mis en point majeur de l'architecture royale le domaine de Versailles, il alignait, en fait, je répète, mais c'est avec 2 lieux de dépôt, Reims et la cour du Louvre. Voilà, et il a mis Versailles dans l'alignement. C'est aussi l'alignement, finalement, grosso modo, qui mène à Carnac. D'accord ? Vous voyez comment les choses se passent ? C'est-à-dire que... bon, au départ, les Atlantes, avant de disparaître, ont fait attention qu'il y ait 2 lieux de dépôt. Bon, c'est connu quand ils ont disparu, quand des survivants sont en Égypte, à droite à gauche aussi, en Amérique du Sud, peut-être, etc. Bon, ils ont pris soin de déposer en sous-sol certaines choses, certaines capsules du temps, stocker leur technologie, leur civilisation, tout ça, un trésor qu'on puisse retrouver. Parce qu'ils avaient prévu que c'est 12 000 ans plus tard, que ce serait utile, ça ne devait pas être retrouvé avant. Ça pouvait être connu d'initiés, mais pas divulgué. Alors, le fond de ma pensée, quoi, c'est qu'il peut y avoir des survivants de l'Atlantide, hein, qui avaient survécu, pourquoi pas dans le sous-sol,
pourquoi pas dans l'espace, sur une base spatiale, sur une autre planète, avec leur technologie. Ils pouvaient d'ailleurs ainsi rejoindre des galactiques, comme on dit aujourd'hui, des extraterrestres. Extraterrestres, je veux dire quelqu'un de physique, comme nous, humanoïde, physique, voilà. Je parle de ça, je ne parle pas de créatures un petit peu mystérieuses et éthériques, voilà, qui éventuellement d'ailleurs nous auraient créés, nous, sur la Terre. Enfin, passons. Voilà, et peut-être quelques millénaires plus tard, après la disparition de l'Atlantide, on a créé Karnak, le principal site de mégalithe du monde. Pourquoi on l'a mis là? Pour l'aligner avec 2 lieux de dépôt. Voilà, c'est une tactique pour que dans le futur, on puisse retrouver ces dépôts. C'est ce que nous faisons maintenant, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut insister un peu parce que les gens ne prennent pas ça au sérieux, ne sont pas prêts. Mais tôt ou tard, on ira fouiller en sous-sol, là où je dis. Bon, à mon avis, on trouvera ce dont je viens de vous parler. Voilà. Et donc Louis XIV, 12 millénaires après, il bâtit le super centre de la royauté. Vous voyez exactement, voilà, Karnak est derrière lui, quoi. Et devant, il y a la cour carrée et la basilique Saint-Rémy, voilà, comme par hasard, quoi. Voilà. Il est tout à fait au courant de toute cette histoire, entouré d'un groupe d'initiés. Voilà. Et on dépose on dépose les messages pour le futur, pour que ces informations soient retrouvées. Ce que nous faisons maintenant dans cette vidéo et dans d'autres vidéos. Tout ça a une certaine logique, une certaine rationalité. Bon, j'ai développé maintenant beaucoup d'éléments de décodage dans l'architecture. Ça fait un tout extrêmement cohérent. Alors évidemment, c'est très surprenant, quoi. C'est pour ça que ça a du mal à prendre au niveau grand public, etc. D'abord avec la mauvaise volonté qui est aussi ambiante. Ça, c'est des choses que les gens ne doivent pas savoir, pensent certaines personnes. Voilà. D'accord. Et maintenant, donc, on continue. Je vais revenir ici. D'accord. Et alors, justement, il est intéressant de revenir à Google Earth. Ok. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du village de Feigneux, qui était mis en valeur, qui était remarquablement là, au milieu de la branche horizontale de l'angle royal de François Ier. Et c'est intéressant de tracer une ligne qui va de l'église de ce village à Karnak. Vous allez voir, c'est intéressant aussi. Voilà, je trace cette ligne, elle est en couleur magenta. Elle rejoint les autres lignes. Vous voyez ici donc les surfaces, les premières surfaces. Et puis vous avez encore des menhirs ici. Donc en fait, voilà. Et, je ne vais pas vous faire mal aux yeux, mais là on est obligé, ça continue même encore vers le nord-est. Vous voyez. D'accord. Mais cette petite surface qui n'a l'air de rien, en fait, voilà, avec une ligne qui provient de l'église de Feigneux, eh bien, je constate que les lignes de mégalithes qui sont là, vous voyez, celle-ci par exemple, vous voyez, comme c'est pas mal du tout pour l'orientation, on est dessus, quoi. Si je monte, c'est pas mal encore. Elles sont orientées, ces lignes, en direction de Feigneux. Et si je descends ici, malgré la ligne bleue, on va aussi en direction de Feigneux. Voilà. Et là encore ici, vous voyez. D'accord. Donc c'est intéressant. Et enfin, on va s'intéresser à un autre monument. Parce que au Moyen-Âge, on a bâti des cathédrales. On a essayé de les faire sans arrêt plus grandes et plus hautes. Ça a culminé en fait avec Beauvais.
cathédrale de Beauvais, qui s'est effondrée malgré tout. Donc on a été obligé d'arrêter les travaux. Elle n'est jamais devenue le super mammouth de l'architecture qu'elle aurait dû. Mais elle aurait dû. La super construction du Moyen-Âge devait être à Beauvais. Alors voilà, si je trace une ligne Beauvais-Carnac, vous voyez, je décale un petit peu vers les surfaces de mégalithes qui sont un peu plus à droite. C'est intéressant d'arrêter ma ligne ici, parce que regardez ici, vous voyez comment les alignements de menhirs voilà, vont en direction de la cathédrale de Beauvais, ici, vous voyez. Bon, ici, il y a de l'idée, une petite imprécision peut-être. Ouais, bon, toutes les lignes de menhirs ne sont pas rigoureusement parallèles non plus. Hein. C'est quand même, vous voyez là-haut, là, ces menhirs ici, sur la ligne rouge, vous voyez comme c'est convergent, quoi, coïncident. Voilà, on va en direction de la cathédrale de Beauvais. Bon, donc je trouve quand même ça surprenant, quoi, là aussi encore. Alors, ce n'est qu'une prise de contact. Ce n'est qu'une prise de contact avec la préhistoire. Là, on peut voir avec quelle facilité la quintessence de mes découvertes, l'extrapolation ultime, celle de dépôt, en fait, coïncide avec la disposition et l'emplacement du plus grand site de mégalithes au monde. Parce que, évidemment, ce qui a été caché, c'est propre à révolutionner la culture, la civilisation. Voilà, mais ça ne devait pas se faire avant, ça devait se faire, grosso modo, à notre époque. C'est-à-dire quand l'humanité allait entrer dans l'ère du Verseau et serait enfin digne d'accéder à un monde meilleur, une civilisation enfin digne de ce nom, une civilisation enfin à la hauteur. Alors que dans tous les millénaires passés, ça a quand même été chaotique, des guerres, etc. quoi. Ça devrait changer dans le futur proche. Voilà, donc il me semble que les Atlantes avaient la capacité de faire des pronostics, des prophéties, et qui savaient dans les grandes lignes ce qui se passerait, quoi. Ça peut être des prophéties faites avec une technologie, hein, quand on connaît les cycles du cosmos, les cycles astrologiques, peut-être les cycles de la Terre, quand en fait le médium Case disait que les pôles de la Terre allaient basculer aux environs de l'an 2000. Il se peut fort que ce basculement soit toujours en action, en cours aujourd'hui, en 2022. Il est possible qu'il arrive, hein, et que le nouveau monde y démarre après. Sur le grand reset ne pourrait ne pas être celui que l'on croit. Et un nouveau monde démarrerait après, et celui-là serait basé sur des valeurs plus fraternelles. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de force d'opposition pour découvrir ces dépôts cachés. Hein. Voilà. D'accord, alors attendez, que j'oublie rien. Ben, il y a un truc à dire, c'est aussi, vous savez, il y a le chercheur découvreur Howard Crowhurst, qui vit à Carnac et qui a pas mal travaillé sur la géométrie des alignements de mégalithes. Il arrive à la conclusion que les unités de mesure de la préhistoire, en fait, elles sont toutes interdépendantes. Elles dépendent toutes les unes des autres, en relation avec les dimensions de la Terre. Il voit aussi que dans ces concepts géométriques, la direction nord est très importante. Les gens qui ont bâti les mégalithes, ils connaissaient parfaitement les directions cardinales, nord, sud, est, ouest, très, très précis, quoi. Et ils connaissaient aussi le maître que Howard Crowhurst a retrouvé à Carnac. D'accord ? Il y a bien là une confirmation de l'hypothèse qu'a existé à cette époque une civilisation très évoluée. C'est ce que dit Crowhurst maintenant. Il ne sait pas le dire avant, j'ai l'impression, mais maintenant il le dit.
Voilà, les mégalithes ont été édifiés et érigés selon une géométrie précise. Et donc évidemment, pas par des gens en peau de bête avec comment dire, une massue dans la main, quoi. C'est ridicule, quoi. Ils avaient des connaissances scientifiques. Voilà. Ou alors, bon, alors, s'ils ne les avaient pas, il faut admettre simplement que ces gens-là ont été aidés par une civilisation qui venait d'à côté, qui était extérieure à ce moment-là. Des extraterrestres ou des intraterrestres arrivent et les aident à bâtir ce qu'il faut, ce message pour le futur. Voilà. D'accord. Donc je reviens à mon diaporama. Voilà. Alors souvent, enfin parfois, des gens vont dire ah oui, mais alors s'il y a eu une super civilisation dans la préhistoire, comment ça se fait qu'on n'en retrouve rien, hein? On devrait retrouver plein de choses. Donc une partie de la réponse est ici. Vous voyez, les objets industriels composés, etc., se décomposent relativement vite. Vous voyez, canette, bouteille, aérosol, vous la posez par terre, 30 ans plus tard, elle n'est plus là, quoi. Elle s'est décomposée. En aluminium, c'est plus long, 500 ans maximum. Bon. Mais si vous revenez des millénaires après, de toute façon, il n'y a plus rien. L'acier se décompose en 100 ans. C'est marrant parce qu'on a l'impression que l'acier, c'est quelque chose de très solide, que c'est inaltérable. Voilà, là, le truc vraiment qui ne peut pas disparaître. Quand même, ben, si, en 100 ans, votre acier se décompose. Voilà. Dans l'architecture, la construction, les tiges dans le béton. Et les tiges, oui, dans les poutres en fer. Les poutres, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai copié-collé à partir d'un site qui traduisait. Donc c'était quelque chose de réel. Bon, ces tiges en acier, dans l'architecture, se décomposent en 200 et 500 ans maximum. Le verre ne tient que 4000 ans. Ben, c'est déjà pas mal. Et le polystyrène, 1000 ans. C'est-à-dire que, comprenez, vous laissez votre voiture sur le parking et puis vous vous en allez sur une autre planète. Vous revenez des milliers d'années plus tard, votre voiture, elle n'est plus là, quoi. Il n'y a plus rien. C'est un petit tas de poussière, quoi. Vous laissez une navette spatiale, un avion, comme ça, ben c'est pareil, ça va disparaître en des milliers d'années. Donc même si les Atlantes, qui d'ailleurs, enfin, ça a fini au fond de l'eau, donc c'est au fond de l'océan Atlantique qu'on pourrait retrouver, d'après Keyes et Carnac et Platon. C'est au fond de l'océan Atlantique qu'on doit retrouver des vestiges. Edgar Cayce a dit qu'on retrouverait le temple de l'Atlantide, au fond de l'océan. Je vais me lâcher carrément. Il a dit, Edgar Cayce, ce grand médium, quoi, qui lui a prouvé son don de voyance. Parce qu'il est facile de parler comme ça, de faire du blabla sans jamais rien démontrer, prouver. Vous pouvez, au niveau de la parole, on peut tout dire si on ne démontre pas. Bon, ça fait rêver les gens, tant mieux. Mais bon, en l'absence de preuves, on a le droit de douter, quoi, quand même. Voilà. Donc, oui, Cayce a dit que l'Atlantide remonterait du fond de l'océan à l'occasion du processus du basculement d'épaule. Et qu'à ce moment-là, la grande pyramide, qui était la grande pyramide de l'Atlantide, serait explorée. Voilà, et qu'on découvrirait comme ça des trucs vachement intéressants qui nous ont été laissés pour le futur. Qu'on reprenne contact avec l'Atlantide, cette civilisation extraordinaire qui a existé pendant des millénaires, mais disparu il y a 12 500 ans. Voilà. Ben, voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Je vais consulter ma feuille. Oui, on peut voir aussi que il est quand même difficile de tout expliquer, toutes ces histoires-là d'architecture, de décodage, que je suis le seul à proposer, parce que
je n'ai pas vraiment d'homologue qui me cite, qui m'aide. Hein. Pas directement en tout cas. On a tendance à me prendre apparemment pour un petit rigolo. Bon, je suis obligé de l'accepter. Hein. C'est navrant pour des découvertes d'un tel calibre, d'une telle importance. Tant pis, c'est comme ça. Donc vous voyez, à l'époque de la Renaissance, première moitié du XVIe siècle, quand on pose cet angle royal que je vous ai montré, comment ces gens-là pouvaient arriver à créer cet angle sur la carte, sur des centaines de kilomètres, alors qu'ils n'avaient pas de carte. D'accord ? Ils n'avaient pas de carte précise à la Renaissance. Alors là, il y a un mystère. Alors, soit ils avaient des tas de trucs cachés, des connaissances cachées, qui se transmettaient d'âge en âge, et à ce moment-là, ils ont bâti l'angle royal, soit ils ont été aidés par une civilisation extérieure, qui les a aidés, qui leur a apporté leur Google Earth, et dire, tiens, voilà, le château, vous le mettez là, etc. Vous faites ci exactement là, voilà, là, le message, il est là. Quand l'humanité aura retrouvé une technologie, alors il y a des gens qui pourront retrouver tous ces messages, décrypter tout ça, et arriver à retrouver ce qu'on veut vous faire comprendre. Vous voyez le truc ? Donc c'est pas que de la science-fiction, c'est une extrapolation qui tient compte quoi, des éléments que je découvre. Et ces éléments, ils sont là, quoi. Ils sont là. Ils sont peut-être tellement surprenants qu'on voudrait les refuser. On voudrait dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous racontez ? Oui, mais si, les éléments, ils sont là, quoi. Donc il faut bien les expliquer. Hein. On peut les ignorer, bon, évidemment, et comme ça on continue, comme s'il n'y avait rien. C'est ce que le système culturel, il fait beaucoup. Hein. Comme ça, il ne tient pas compte de ce que les autodidactes découvrent. Bon, et ça continue comme avant. Si ça n'évolue pas, il n'évolue pas, quoi. Ouais, mais bon, à un moment donné, il va bien falloir pourtant tenir compte de tous les éléments, hein, et pas de ceux qui arrangent les gens diplômés, quoi. Hein, d'accord. Donc voilà, il y a des choses qui sont anachroniques, qui ne sont pas expliquées, sauf si on fait appel à une civilisation qui aide les bâtisseurs, et qui apporte une technologie, qui apporte une science raffinée, évoluée. Hein. Alors il y a des gens... il est tentant, quand on a affaire à certaines découvertes, de prendre juste une phrase ou deux, ou un détail d'un grand ensemble, et on dit, ouais, mais là, non, là, ça c'est n'importe quoi, ça je comprends pas, et ça, je comprends pas, ça veut dire, c'est des conneries. Ouais, mais prenez par exemple un livre de physique de pointe, ouvrez une page au hasard et commencez à lire. Hein. Ben, ça n'a aucun sens, quoi, ça n'a aucun sens. Hein. Ça implique de lire le bouquin à partir du début, voilà, pour suivre la filière des acquisitions. Hein. Et là, enfin, admettons que ce soit accessible quand même à des gens ordinaires, là, bon, vous pouvez comprendre. Eh ben, dans mes découvertes, c'est quand même un petit peu ça. Hein. Vous ne pouvez pas prendre regarder 2 minutes d'une vidéo et dire c'est des conneries. Tenez compte de plus que 2 minutes. Hein. Tenez compte de tout le recadrage possible, disséminé dans beaucoup de vidéos. Hein. Voilà, c'est important aussi ça. Bon, cette vidéo va encore faire un petit score, vous voyez. C'est navrant, quoi, parce que ça devrait casser la baraque. Hein. Mais non, ça va faire un petit score. Hein. Ben, si vous pouvez aider à ce que ça ne fasse pas un petit score, vous êtes bienvenus. Hein. Je vous en remercie par avance. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Oui. Bon, je vais dire un petit mot aussi, parce que moi je surfe beaucoup, j'espère que je ne me suis pas gouré de caméra, auquel cas je ne regarde rien du tout depuis 10 minutes. Voilà, je surfe beaucoup sur YouTube, je vois beaucoup d'émissions des uns et des autres. Ne vous faites pas avoir quand même par des fausses révélations. Hein. Bon, je ne vais pas citer de nom précis, parce que, comme tout le monde fait, si je commence à dire machin précisément, bon, machin, il va devenir agressif, ça va déclencher toute une controverse, ça va être déplaisant, donc au final, je reste flou et vague, mais
c'est quelqu'un qui disait, c'est Serge Boutboul disait, c'est l'âge, c'est l'époque des faux prophètes. À cet égard, il faut être prudent, quoi. Vous pouvez voir quelque chose qui vous fascine, qui vous fait rêver sur les monuments, mais si par exemple le niveau intellectuel des déductions est faible, bon, finalement, la portée du message est assez faible aussi, malgré ce qu'on peut essayer de vous faire croire. Que c'est très important, que c'est la révélation ultime. Pas forcément, hein, soyez prudents. Alors si c'est ça, si vous n'êtes pas porté sur ce qui est intellectuel, et pourquoi pas. Il y a des gens qui sont manuels, qui sont extraordinaires, hein, ils peuvent fabriquer une chaise, je sais pas, réparer une voiture. D'accord, c'est très bien, hein, impeccable. Mais à ce moment-là, si vous n'êtes pas porté sur ce qui est intellectuel, vous pouvez vous faire avoir. Hein. Faites bien attention à ce à quoi vous croyez. On peut vous embarquer, quoi. Voilà. Également, c'est ça, vous avez des gens qui développent des concepts, des choses, mais bon, finalement, c'est un peu de la science-fiction, quoi, parce qu'il n'y a jamais d'éléments de preuve. Hein. On peut dire n'importe quoi, on peut élaborer tout scénario, quoi. Mais c'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai, quoi. Hein. Ça peut être faux. Quelqu'un peut se tromper, peut nous tromper. Hein. Bon, voilà, il faut faire preuve de discernement. Hein. Et je pourrais regretter aussi, quoique tout le monde s'en fiche, remarquez, mais il est regrettable que des chercheurs manquent d'audace dans les extrapolations. Hein. Parce qu'on peut dire à l'infini, tiens, oui, oui, le danger, quoi, d'amasser des éléments intéressants, ou très intéressants, alors là, pour le coup, mais de ne pas oser extrapoler, de ne pas s'autoriser un recadrage thématique conceptuel. Alors bon, donc, dommage. Voilà. Donc oui, bon, pour moi, de là où j'en suis, l'Atlantide a vraiment existé. Elle était technologique. Oui, il existe des galactiques, des extraterrestres, hein, qui contactent certaines personnes, qu'on peut voir leur vaisseau dans le ciel. Hein. Oui, évidemment, quoi. Donc il faut oser l'affirmer, si on est de bonne volonté. Bon, si on ne l'est pas, c'est autre chose. Voilà. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. J'arrive au bout de cette vidéo, qui a été peut-être un peu plus longue que ce que je voulais. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Voilà. À bientôt. Au revoir.